Et maintenant, je vais vous faire un petit chapitre géométrie. Ça va être le seul moment un peu mathématique de la conférence. J'ai essayé de vous préserver un petit peu pour en arriver à l'astrogéométrie, qui est le domaine de prédilection d'Howard. Et je vais vous parler, pour commencer, des angles. Nous, on parle beaucoup des angles en degrés. Aujourd'hui, quand on étudie les angles, on parle alors des angles en degrés, un peu des angles en radians quand on fait de la trigonométrie, etc. Mais souvent en degrés. Comment dire, l'unité pour les angles qui est utilisée par Monsieur Tout-le-Monde, c'est les degrés. C'est ce qu'on comprend le mieux. 360 degrés, c'est un cercle plein. 180 degrés, c'est un cercle ouvert à moitié. 90 degrés, c'est l'angle droit. 45 degrés, le demi-angle droit, etc., etc. Je vous ai mis une foule d'exemples. Ça, c'est les angles tels qu'ils nous parlent. Et moi, je voudrais vous parler des angles qu'on exprime en arc-tangente. Un arc-tangente, c'est un angle, mais pas exprimé en degrés. Comment ça fonctionne? Si on prend un quadrillage et qu'on avance de 2 carreaux et qu'on monte de 1 carreau, en fait on avance d'autant qu'on monte et ça crée un angle. Ici c'est un exemple particulier puisqu'on retrouve 45 degrés. Mais le processus que je veux vous montrer ici, c'est j'avance d'une distance et je monte de la même distance. Ça me crée l'angle arc-tangente de 1 sur 1. Parce que je l'ai créé avec deux distances, une horizontale, une verticale, qui ont la même longueur. Si cette fois, je monte de 1 et je me décale de 2. Alors, sur mon quadrillage, c'est 2 et 4, mais le rapport entre 2 et 4, c'est le même qu'entre 1 et 2. C'est 2 fois plus large que haut. Cette fois, ça va me faire arc-tangente de 1,5. Arc-tangente de 1,5, c'est je monte de 1 et je me décale horizontalement de 2. Et ensuite, on peut faire d'autres exemples. Par exemple ici, arc-tangente de 1 tiers, arc-tangente de 1 tiers, j'ai 1 de haut pour 3 de large. Et donc comme ça, je peux voir d'autres choses. Arc-tangente de 3 quarts, 3 de haut pour 4 de large. Arc-tangente de 3 huitièmes, 3 de haut pour 8 de large. C'est juste une autre manière d'exprimer des angles, pas en degrés. Et le arc-tangente 1 sur 1 est le seul angle exprimé en arc-tangente qui correspond à un nombre de degrés entier, puisque arc-tangente 1 sur 1, c'est 45 degrés. Par contre, arc-tangente de 1,5, ça va être 26, 56, avec une infinité de décimales derrière, etc. Tous les autres arc-tangentes que vous pouvez faire, ça va être des nombres de degrés avec une infinité de décimales, donc ça permet d'exprimer d'autres angles d'une manière différente. Et ces angles-là, on en parle parce que les angles qu'on trouve dans les mégalithes, ça va être ces angles-là, je vais y venir. Alors, je voudrais vous parler aussi du lien qu'il existe entre les côtés d'un triangle rectangle. Et on va arriver au théorème de Pythagore. Je vais réexpliquer ça gentiment pour ceux à qui ça file des boutons. Si je prends un triangle rectangle quelconque et que je me dis que la longueur de ses côtés, c'est AB et C, et que je crée des carrés, comme ça, qui ont pour côté chacun les côtés du triangle. Donc j'ai mon grand carré qui a pour côté C, mon moyen carré qui a pour côté B, mon petit carré qui a pour côté A. Je vais me rendre compte qu'en fait, je peux découper mon carré bleu et mon carré vert de manière à les réagencer dans mon plus grand carré. Ce qui veut dire en fait que la surface de mon petit carré et la surface de mon carré moyen font la surface de mon grand carré. Et ça, c'est valable pour tous les triangles rectangles. On peut faire cette découpe-là pour tous les triangles rectangles. Il y a d'autres manières de le démontrer, mais celle-là est visuelle, donc j'ai retenu celle-là. Et donc, si on met ça en formule mathématique, qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous fait la surface, donc c'est le côté fois le côté pour des carrés, donc A fois A, ça fait A au carré. La surface du moyen, c'est B au carré. La surface du grand carré, c'est C au carré. Et donc, on en déduit la formule A carré plus B carré égale C carré. La somme des surfaces est égale à la surface du plus grand carré. Et donc, on introduit là une racine carrée pour enlever le carré du C. Donc ça, c'est peut-être le truc qui coince un peu plus. La racine carrée, c'est pas compliqué, c'est juste quand on est dans une équation, qu'on a un carré d'un côté, qu'on veut l'enlever, de l'autre côté, il faut mettre une racine carrée. Donc si on a C carré égale A carré plus B carré, et C égale racine
2a carré plus b carré. Sauf que notre valeur c, ce n'est pas toujours une valeur entière. On peut se retrouver avec des valeurs qui ont une infinité de décimales ou quelques décimales. Si a et b sont entiers, c n'est pas nécessairement entier. On va voir ça. Par exemple, si je prends l'exemple tout bête de la diagonale d'un carré, que j'ai illustré en orange ici, notre petit triangle rectangle, en fait, il a des côtés qui font 1 et 1. Donc si on veut appliquer notre formule, on dit que c égale racine de 1 au carré plus 1 au carré, ça nous fait racine de 2. Et en fait, racine de 2, c'est 1,414 et une infinité de décimales, ce n'est pas un nombre entier. Si on prend un autre exemple, avec cette fois un rectangle qui fait 1 sur son petit côté et 2 sur son côté moyen, on réapplique notre formule et on va trouver racine de 5. Là encore, ce n'est pas un nombre entier, ça fait 2, 236 et une infinité de décimales. C'est pas entier. Par contre, des fois ça marche. Pour un triangle rectangle qui a des côtés 3 et 4 de part et d'autre de son angle droit, ça va nous faire racine de 3 au carré plus 4 au carré, c'est-à-dire racine de 9 plus 16, racine de 25, c'est 5, puisque 5 fois 5, 25. Et là, on a un triangle rectangle qui a des valeurs entières sur ces trois côtés. Et ces triangles rectangles-là, c'est des triangles rectangles particuliers qu'on connaît depuis longtemps, qu'on appelle les triangles de Pythagore. Donc, on considère que ces triangles-là ont des proportions qui sont harmonieuses et ils ont été utilisés dans des représentations sacrées depuis longtemps. Je vais vous présenter brièvement juste les premiers. Donc, le 3, 4, 5 dont on a parlé, on voit effectivement que si on pointe avec un compas, qu'on prend la largeur de son côté qui fait a priori 5 et qu'on le reporte sur le quadrillage, on retrouve bien la longueur 5. Si on considère le 5, 12, 13, donc avec un côté 5, un côté 12, et que son grand côté, on le reporte encore à l'horizontale, on trouve bien 13. Même chose avec le 8, 15, 17, où quand on reporte son gros côté à l'horizontale, on trouve bien 15 plus 2, 17. Et enfin le 7, 24, 25, où quand on reporte son grand côté sur l'horizontale, on trouve bien 24 plus 1, 25. Et donc ça, c'est les triangles rectangles, donc les triangles de Pythagore les plus petits. Après, il en existe une infinité, avec des valeurs bien plus grandes. Mais ceux-là, c'est ceux qu'on retrouve le plus souvent parce que c'est les plus simples. Et je vais parler en particulier du triangle 3, 4, 5, qui est un triangle sacré, notamment chez les Égyptiens, où c'est la manifestation du trio Horus, Osiris et Isis, puisque donc, Horus est le fils d'Isis et Osiris, et donc chacun est représenté symboliquement par un côté de ce triangle, avec Isis et Osiris qui donnent naissance au côté 5 qui symbolise Horus. On peut aussi noter que l'étymologie du mot pente qu'on utilise vient en fait du triangle 3, 4, 5, puisque la racine de 5 c'est penta. Quand on dit un pentagone, c'est quelque chose qui a 5 côtés. Et donc, le côté 5, avec cette racine penta, comme c'est le côté qui est penché, a donné le mot pente qu'on utilise aujourd'hui, qui vient du triangle 3, 4, 5. Et ici, juste pour compléter, c'est une représentation donc qui vient du livre Osiris and the Egyptian Resurrection, où on voit en fait que ce qui est représenté sur cette gravure, c'est tout simplement un triangle 3, 4, 5. Et donc c'était sacré chez les Égyptiens et dans d'autres civilisations aussi, on va voir que c'était très important pour les bâtisseurs de mégalithes. On va en revenir à nos orientations parce que la question qu'on ne s'est pas posée, et c'est pour ça qu'on a fait toute cette géométrie-là, c'est quels sont ces angles? Quels sont ces angles que parcourt le Soleil entre l'équinoxe et le solstice d'été, puis entre l'équinoxe et le solstice d'hiver? Toutes mes flèches bleues donnent le même angle. Il n'y a pas d'endroit sur Terre où il y a une flèche qui est plus grande que l'autre. Quand on est à un endroit sur Terre, ces flèches ont toutes le même angle. Et donc, c'est d'après les travaux d'Howard Crowhurst qu'on a remarqué, enfin que lui a remarqué, et qui diffuse depuis ce savoir, que en fait, ces angles, quand ils correspondent à des arctangentes, comme on a vu, des arctangentes de 1 par 1, des arctangentes de 1 par 2, des arctangentes de 3 par 4, etc., quand ils correspondent à des angles comme ça, ils sont manifestés dans des monuments mégalithiques. Alors pour que vous compreniez bien, en fait, ces angles ils vont avoir tendance à grandir si on se déplace de l'équateur vers le pôle.
C'est-à-dire que ces angles ils vont être faibles quand on est près de l'équateur, par contre, ils vont être importants quand on va être vers le pôle. Et donc parmi toute cette gamme d'angles, avec un angle qui va s'ouvrir, on va retrouver tous ces angles dont on a parlé, arctangente 1,5, arctangente 3/4, arctangente 1 par 1, et d'autres. Et donc, à certaines latitudes, on va avoir des angles particuliers et on va voir qu'ils sont manifestés par des sites anciens. Et c'est là le plus gros apport, la plus grosse découverte dans les travaux de Howard Crowhurst. Donc que je présente ici, Howard Crowhurst, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais vous n'êtes peut-être pas beaucoup ce soir à ne pas le connaître. Son livre principal qui est disponible ici auprès de Nicolas, c'est Mégalithes. Si vous ne connaissez pas du tout ses travaux, c'est par là qu'il faut commencer. C'est un livre qui est très complet. Il y a d'autres livres, je ne vous ai pas mis les images de tout, mais il y a les tomes 1 et tome 2 de la science des anciens qui surtout reprend les explications sur les mégalithes de Karnak, les environs de Karnak. Et il y a son livre le plus récent qui est très complet aussi sur les mégalithes d'Angleterre. Son seul défaut, si on peut parler de défaut, c'est d'être en anglais. Et donc ceux qui ne lisent pas facilement l'anglais, ils n'ont pas accès aussi facilement que les autres. Mais ça peut valoir le coup quand même. Moi-même, je l'ai acheté, même si je ne l'ai pas encore lu.